Bonjour à tous, installez-vous confortablement. On va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice numéro 13 du TD de statique qui porte sur un métier à tisser. Dans ce métier à tisser, la came qui porte le numéro 1 va être entraînée en rotation et elle va pousser le levier numéro 2 vers le haut de sorte que le coulisseau numéro 3 va pouvoir se déplacer lui également vers le haut ou vers le bas de manière à entraîner ou non les fils du métier à tisser pour permettre l'entrecroisement des fils et réaliser le motif du tissage. La problématique que l'on étudie ici est celle du guidage en translation du coulisseau 3 par rapport au bâti 0. En effet, on constate qu'au niveau des bagues de guidage entre 3 et 0, les frottements sont relativement importants et l'usure des bagues est significative. Donc on souhaiterait connaître les actions mécaniques transmissibles par 0 sur 3 au niveau de ces bagues de guidage et l'on va utiliser pour cela une méthode graphique. Je rappelle rapidement les hypothèses d'étude formulées. Le problème est considéré plan, le coulisseau est en position basse au début de la remontée. L'action du bâti 0 sur le coulisseau 3 est modélisée par deux glisseurs dont les axes centraux passent par les points D et E. La liaison entre le coulisseau 3 et le bâti 0 présente un frottement de coefficient F est égal à tangente phi. La liaison entre la roulette 5 et le coulisseau 3 est supposée parfaite. L'action de la roulette 5 sur le coulisseau 3 est un glisseur de ligne d'action cassé avec Z3 cassé égale à bêta. Et l'effort résistant exercé par les couteaux 6 sur le coulisseau 3 au point Q de l'axe CZ0 est de direction verticale descendante et d'intensité Q63 égale à 500 N. Dans un premier temps, on va donc essayer de déterminer graphiquement les actions mécaniques D0 sur 3, E0 sur 3 et K5 sur 3, qui sont respectivement les actions mécaniques exercées par le solide 0 sur 3 au point D ou au point E, et l'action mécanique exercée par le solide 5 sur le solide 3 au point K. Alors voilà ici le mécanisme en situation étudiée. Le coulisseau est déplacé vers la gauche, ce qui correspond à une position basse au début du mouvement. On retrouve sur la droite l'effort Q6 sur 3 exercé par les couteaux numéro 6 sur le coulisseau 3. Et puis la question qui va se poser ici va être de déterminer les efforts D0 sur 3, E0 sur 3 et K5 sur 3. Pour résoudre un problème de statique graphique, il est assez commode de travailler avec la modélisation vecteur-force des actions mécaniques. Et donc on va pouvoir remplir un tableau qui a cette allure-là. Dans les 5 colonnes de ce tableau, on va mettre le nom de l'action mécanique, son point d'application, sa direction, son sens et sa norme. Dans le problème traité, il y a une première action mécanique que l'on connaît parfaitement. C'est l'action mécanique exercée par 6 sur 3. Elle est appliquée au point Q. La direction de cette action mécanique est celle de la droite DE. Le sens de l'action mécanique, c'est donc de E vers D. Et la norme de cette action mécanique est de 500 N. On sait ensuite que le solide 5 exerce sur le solide 3 une action mécanique au point K. On connaît également la direction de cette action mécanique, KZ2, et on connaît aussi le sens de cette action mécanique, c'est le sens plus Z2. Par contre, la norme est inconnue. Et puis il reste deux actions mécaniques, ce sont les actions mécaniques exercées au point D et au point E par le solide 0 sur le solide 3, pour lesquelles on ne connaît ni la direction, ni le sens, ni la norme. On a vu en cours des méthodes permettant de résoudre graphiquement le principe fondamental de la statique. Le problème, c'est que les méthodes vues en cours s'appliquent à des solides soumis à 2 actions mécaniques ou à 3 actions mécaniques. Or, le coulisseau ici est soumis à 4 actions mécaniques. Il va donc falloir essayer de se ramener dans un des cas de figure vus en cours, c'est-à-dire un cas dans lequel le coulisseau serait soumis à 2 actions mécaniques seulement ou à 3 actions mécaniques seulement. Donc on va essayer de sommer 2 de ces actions mécaniques pour se ramener à un problème soumis à 3 actions mécaniques par exemple. Attention, pour faire ça, il faut garder à l'esprit le fait qu'une force n'est pas un vecteur au sens mathématique du terme. Mathématiquement, 2 vecteurs peuvent être sommés n'importe où, mais 2 actions mécaniques doivent être exprimées au même point pour pouvoir être sommées. Analytiquement, si vous écrivez les torseurs des actions mécaniques, eh bien vous savez bien que pour sommer 2 torseurs d'actions mécaniques, il faut que ces 2 torseurs soient exprimés tous les deux au même point. Dans notre étude, les actions mécaniques exercées au point Q par le solide 6 sur le solide 3 et au point K par le solide 5 sur le solide 3 sont 2 glisseurs. Ce qui veut dire que l'expression du torseur d'action mécanique Q de 6 sur 3 est valable au point Q, l'expression du torseur des actions mécaniques exercées au point K par 5 sur 3 est valable au point K, mais les torseurs restent inchangés tant qu'on les déplace sur tout point de la droite d'action du glisseur. On va pouvoir utiliser cette propriété pour remarquer que le glisseur Q63 a donc la même forme de torseur d'action mécanique, quel que soit le point choisi de la droite DE, et le glisseur K5 sur 3 a la même forme de torseur d'action mécanique, quel que soit le point choisi sur la droite KZ2. Or,
il existe ici dans notre problème un point qui est le point C et qui est le point d'intersection de ces deux droites. Dans ce tableau-là, on va donc pouvoir sommer les deux premières lignes pour définir non pas deux actions mécaniques, l'une exercée au point Q par le solide 6 sur le solide 3 et l'autre exercée au point K par le solide 5 sur le solide 3, mais une action mécanique globale Q6 sur 3 plus K5 sur 3 qui serait donc appliquée au point C. L'inconvénient ici de cette modification, c'est que pour cette action mécanique nouvellement constituée, on connaît le point d'application, mais on ne connaît ni la direction, ni le sens, ni la norme. Il semblerait donc que nous manquions d'informations pour traiter ce problème. En réalité, nous avons quand même quelques informations complémentaires à propos des directions des actions mécaniques exercées au point D et au point E par le solide 0 sur le solide 3. En effet, ces actions mécaniques, on en connaît leur direction à la limite de glissement. Elles sont situées sur le cône de frottement et elles s'opposent au déplacement du coulisseau. Je rappelle que pendant la phase de montée du coulisseau, et bien sûr notre figure qui est tournée de 90 degrés, la montée du coulisseau se traduit par un déplacement du coulisseau de la gauche vers la droite. On va donc étudier les différentes configurations possibles pour la direction de ces deux actions mécaniques exercées au point D et au point E par 0 sur 3. La première configuration, c'est celle-ci. Les deux actions mécaniques exercées au point D et au point E sont toutes les deux orientées vers le haut et vers la gauche, ce qui est cohérent avec l'hypothèse selon laquelle la composante tangentielle doit s'opposer au mouvement. Pour rappel, le mouvement du coulisseau par rapport au bâti s'effectue de la gauche vers la droite. Et ici, avec cette représentation-là de l'effort exercé au point D, par exemple, entre 0 et 3, eh bien, la composante tangentielle de l'effort exercé par 0 sur 3 est bien dirigée vers la gauche. Dans cette configuration, les deux actions mécaniques exercées au point D et au point E sont parallèles. Et on a vu en cours que si un solide est soumis à trois glisseurs et que deux des directions de ces trois glisseurs sont parallèles, alors forcément la troisième direction est parallèle également aux deux premières. L'action de Q63 plus K53 doit donc également être parallèle à ces deux directions. Et pour pouvoir s'opposer aux deux actions mécaniques exercées en D et en E qui sont dirigées vers le haut, eh bien, il faut pouvoir imaginer une action mécanique au point C qui, elle, serait dirigée vers le bas pour compenser l'action mécanique vers le haut des deux efforts en D et en E. Le problème de cette situation-là, c'est qu'on s'aperçoit très rapidement qu'avec un effort situé à gauche dirigé vers le bas et deux efforts situés à droite dirigés vers le haut, eh bien le coulisseau 3 va très rapidement se mettre à tourner autour d'un point situé quelque part entre C et D et on ne pourra jamais résoudre l'équilibre en moment du coulisseau. Finalement, cette première configuration est donc une solution incompatible. On peut étudier cette deuxième configuration dans laquelle les deux efforts exercés au point D et au point E sont orientés vers le bas et vers la gauche, mais là encore, les deux actions mécaniques sont parallèles, donc l'action exercée au point C doit elle aussi être parallèle, et on va se retrouver dans le même problème que tout à l'heure, avec un équilibre en moment qui sera impossible, et donc une deuxième configuration qui est incompatible également. La troisième configuration que l'on peut étudier, c'est celle dans laquelle l'effort exercé au point D est dirigé vers le bas et vers la gauche, tandis que l'effort exercé au point E est dirigé vers le haut et vers la gauche. On sait dans cette configuration-là, puisque deux des droites d'action ne sont pas parallèles mais séquentes, que la troisième droite d'action doit également couper les deux premières au même point. Donc pour permettre l'équilibre du coulisseau, l'effort Q63 plus K53 doit être dirigé vers le haut et vers la droite. Or, je rappelle que cette action mécanique Q63 plus K53 est la résultante d'une action mécanique Q63 qui est parfaitement connue et K53 qui est dirigée dans le sens plus Z2. Ce sont donc les deux vecteurs qui s'affichent ici. Et si je fais la somme de ces deux vecteurs en sachant que K53 est forcément dirigé vers le bas et vers la droite, je ne connais pas sa norme, d'où cette représentation en pointillé, mais en tout cas il est dirigé vers le bas et vers la droite, et bien avec ces deux vecteurs-là, je n'arriverai jamais à faire un vecteur Q63 plus K53 dirigé vers le haut et vers la droite. Ainsi, aucune combinaison de ces deux vecteurs n'est satisfaisante, et la troisième configuration est également une solution incompatible. Il reste alors une quatrième configuration dans laquelle l'effort exercé en D est dirigé vers le haut et vers la gauche, l'effort exercé en E est dirigé vers le bas et vers la gauche. Pour permettre l'équilibre, il faut que l'action mécanique Q63 plus K53 soit dirigée vers le bas et vers la droite. Ici, encore une fois, comme cette action mécanique est la somme d'un vecteur intégralement connu et d'un deuxième vecteur situé dans la direction plus Z2, eh bien si on suppose un vecteur K53 suffisamment grand, entre guillemets, on peut tout à fait imaginer un vecteur somme des deux qui soit dirigé de manière à ce que la droite d'action du vecteur Q63 plus K53 soit concurrente avec les deux autres droites d'action D03 et E03. Cette quatrième configuration est donc une solution compatible avec le problème à traiter.
On a étudié ici 4 configurations, c'est-à-dire que j'ai laissé de côté les 8 configurations dans lesquelles l'effort tangentiel en D et l'effort tangentiel en E n'ont pas le même sens, ce qui n'a aucune réalité physique. Et puis j'ai également laissé de côté les 4 autres configurations dans lesquelles les efforts tangentiels en D et en E sont dirigés vers la droite, puisque ça ne respecte pas les lois de Coulomb selon lesquelles l'effort tangentiel s'oppose au mouvement. Finalement, nous avons pu identifier les droites d'action des deux efforts D03 et E03, ainsi que les sens des actions mécaniques D03 et E03, ce qui n'est pas négligeable. On va donc pouvoir compléter le tableau précédent en rajoutant ici ces informations à propos de l'action mécanique exercée par D03. La direction est donc la droite delta D03. On sait que l'effort D03 est dirigé vers le haut, et pour l'effort E03, la direction est la droite delta E03, et on sait également que cet effort est dirigé vers le bas. Pour déterminer la direction de l'action Q63 plus K53, on va utiliser la proposition vue en cours et concernant un solide soumis à 3 actions mécaniques. Si un système matériel est soumis aux seules actions mécaniques de 3 glisseurs, alors leurs axes centraux seront coplanaires et concourants. Pour identifier le point d'intersection des deux droites d'action D03 et E03, on va décaler un tout petit peu la figure vers le haut de manière à se libérer un peu de place en bas. On va ensuite tracer la droite d'action delta D03 et la droite d'action delta E03. Et puis on identifie ici le point d'intersection de ces deux droites. On sait donc que, nécessairement, l'action mécanique exercée au point C doit passer également par ce point d'intersection. Et donc voilà ici la droite d'action delta C 6 plus 5 sur 3 pour notre problème. Pour assurer l'équilibre de notre problème, puisque l'effort exercé au point E est dirigé vers le bas et que l'effort exercé au point 2 est dirigé vers le haut, nécessairement, l'effort exercé au point C doit être dirigé vers le bas également. Pour déterminer la norme de ces efforts, il faudrait dans un premier temps connaître une des normes de ces 3 vecteurs pour pouvoir tracer le triangle des forces. En l'occurrence, on va pouvoir ici essayer de déterminer la norme du vecteur Q63 plus K53. On sait pour cela la direction de ce vecteur Q63 plus K53, et on sait également qu'il est obtenu par somme du vecteur Q63 parfaitement connu avec un vecteur collinéaire à Z2 et de même sens. Donc sur mon graphique, je vais pouvoir ici tracer la droite d'action delta C6 plus 5 sur 3, et je sais que je cherche un vecteur situé sur cette droite d'action qui est la somme du vecteur Q6 sur 3 et d'un vecteur qui est parallèle à Z2. Donc à l'extrémité du vecteur Q6 sur 3, je vais tracer une droite parallèle à la droite KZ2, et puis de l'extrémité du vecteur Q6 sur 3 jusqu'à la droite delta C6 plus 5 sur 3, je vais identifier le vecteur K5 sur 3, et la somme de ces deux vecteurs me donne le vecteur C6 plus 5 sur 3. Compte tenu de l'échelle qui est proposée sur le document réponse, on peut identifier donc finalement une norme de ce vecteur Q6 sur 3 plus K5 sur 3 de 174 newtons. Une fois que l'on a ce résultat, il suffit de tracer le triangle des forces. Je reporte ici le vecteur C6 plus 5 sur 3. Aux deux extrémités de ce vecteur, je vais tracer parallèlement aux droites delta D03 et delta E03 les deux vecteurs D0 sur 3 et E0 sur 3. Et en mesurant la longueur de ces vecteurs, je vais retrouver une norme de 309 newtons pour D03 et une norme de 157 newtons pour E03. Et puis, pour terminer complètement l'étude, il faudrait décomposer à nouveau le vecteur Q6 sur 3 plus K5 sur 3 pour retrouver la norme du vecteur K5 sur 3. Je vais me ramener finalement dans cette configuration-là, dans laquelle je sais que le vecteur C6 plus 5 sur 3 est la somme du vecteur Q6 sur 3 et du vecteur K5 sur 3. En mesurant le vecteur K5 sur 3, je trouve une norme de 610 newtons. Voilà finalement les 4 efforts exercés au point K, au point D, au point E et au point Q, tracés sur le coulisseau. Et puis on s'intéresse ensuite à une deuxième problématique dans cette étude, qui est celle de l'arc-boutement. Notamment, on souhaiterait déterminer l'angle β d'application de l'effort K5 sur 3 qui provoquerait l'apparition d'arc-boutement pour voir si le phénomène risque de se produire dans notre système et si cela risque d'empêcher le fonctionnement normal du métier à tisser. Pour cela, je rappelle que, d'une manière générale, le phénomène d'arc-boutement apparaît lorsque la distance entre l'axe de la liaison glissière et la droite d'action de l'effort extérieur est suffisamment grande. Dans notre problème, l'effort Q6 sur 3 étant appliqué sur l'axe de la liaison glissière, ce n'est pas lui qui pourra être responsable de l'apparition de l'arc-boutement. Finalement, pour identifier l'apparition de ce phénomène d'arc-boutement, il faut alors répondre à la question suivante. Existe-t-il une direction Z2 pour laquelle le solide 3 est forcément en équilibre? Ou bien une autre façon de présenter cette question, existe-t-il une direction de Z2 pour laquelle le solide 3 est forcément en déséquilibre?
Il faut alors garder à l'esprit que les efforts D03 et E03 sont contraints à l'intérieur du cône de frottement ou à la limite de glissement sur la surface du cône, mais ces deux efforts ne pourront jamais être situés à l'extérieur du cône de frottement. Donc si je considère le vecteur Z2 orienté tel qu'il est présenté ici sur cette figure, pour identifier un équilibre possible des efforts, il faudrait que le point de concours des trois glisseurs soit situé sur la droite delta K5 sur 3. Au mieux, avec ce vecteur K5 sur 3, je peux trouver un des deux efforts exercés au point D ou au point E qui soit situé dans son cône de frottement, mais pas les deux. Si je considère que l'effort exercé au point D est situé sur son cône de frottement, alors forcément l'effort situé au point E doit être à l'extérieur de son cône de frottement. Inversement, si je considère que l'effort exercé au point E est situé sur la surface de son cône de frottement, alors l'effort exercé au point D est nécessairement situé à l'extérieur du cône de frottement. Donc dans cette configuration-là, avec le vecteur K53 tel qu'il est présenté ici, je ne pourrai jamais avoir simultanément les deux efforts exercés au point D et au point E situés à l'intérieur de leur cône de frottement ou à la limite à la surface de leur cône de frottement. Le Colisseau 3 ne pourra jamais être en équilibre dans cette configuration-là, sauf bien sûr avec l'action mécanique Q6 sur 3, mais elle n'entre pas ici en ligne de compte et ça n'est pas le phénomène d'arc-boutement qui sera responsable de l'équilibre. On voit donc que le phénomène d'arc-boutement ne peut pas apparaître si l'angle β est trop faible. La seule condition permettant d'observer un équilibre avec ces trois actions mécaniques seulement, c'est d'avoir un angle β qui serait supérieur à une valeur qui est de l'ordre de 60 degrés, et elle correspond à la valeur que l'on a identifiée précédemment. Il faudrait pour ça que l'action mécanique exercée par K5 sur 3 soit dirigée dans cette direction, et l'on identifie ici l'angle de 60 degrés correspondant à l'angle à partir duquel le coulisseau va se maintenir en équilibre à cause du principe d'arc-boutement.